Tous les éleveurs que je connais détestent le cholla. Ça se propage vite, ça pique tout et ça blesse le bétail. Alors pourquoi suis-je ici avant l'aube à chercher des oiseaux? Et quel rapport cela a-t-il avec une plante détestée? Vous savez déjà pourquoi cette plante est détestée. Elle paraît méchante et couverte d'épines. Même si vous n'avez sans doute jamais été piqué par un cholla, vous savez que cette plante veut vous blesser. Ces épines ressemblent à des hameçons, pas seulement à des aiguilles. Elles ont des barbillons qui restent dans votre peau, donc quand vous essayez de les retirer, un peu de chair vient avec. Maintenant, imaginez que vous êtes une vache et que vous passez à côté, et qu'une de ces aiguilles se vous pique. Vous n'avez pas de main, vous n'avez certainement pas de pince. Elle reste simplement là, comme une plaie ouverte dans le désert, laissant entrer toutes les bactéries, provoquant des infections, et parfois ces infections tuant les animaux. Ce serait un bon endroit pour vous montrer quelque chose. Ce n'est pas la sécheresse, c'est juste l'hiver qui arrive. Mais quand il y a sécheresse, le bétail cherche désespérément du fourrage. Regardez ce petit brin d'herbe là. Ils essaieront soit de se frayer un chemin pour atteindre la nourriture, soit même d'essayer de manger le cholla lui-même. Et oui, poussés à la folie par la faim, ils essaieront vraiment de manger à travers les épines. Et c'est là que la catastrophe arrive. Une vache avec la bouche pleine d'épines ne peut rien faire et le veau ne peut pas téter. Si vous avez déjà eu un afteux, vous savez combien il est difficile de mâcher ou de bouger un liquide pour éviter la douleur. Imaginez une bouche remplie d'aiguilles. Quand les temps deviennent durs ici, le bétail devient fou de faim. Donc si un éleveur dit qu'il déteste le cholla, il a une vraie raison de se plaindre. Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour faire tomber ce cholla bâton de marche par terre. Chaque fois qu'un gros animal passe, que ce soit un cerf, un wapiti ou du bétail, cela peut arriver, et c'est ainsi que le cholla se propage. Alors ce gars fait une petite promenade, et puis la vache frôle par hasard ce créosote, et finalement le vent souffle et cela tombe par terre. Que vient-il de se passer ici ? On peut voir, grâce au soleil du matin qui est à l'ouest, où ce cholla est tombé. Il est à l'ombre du créosote. Surtout le soleil du sud et le soleil de l'ouest, d'où provient la chaleur la plus intense du désert. Cette stratégie de clonage a parfois de la chance. Elle tombe à un endroit optimal et cela encourage la plante à se répandre. En fait, je veux vraiment que cette plante se propage, donc ça me va de lui donner un endroit encore meilleur. Au début des années 1900, les Australiens ont importé le cholla depuis les Amériques. Et c'est parce que de nombreuses régions d'Australie ont un climat très similaire à celui de l'extrême ouest du Texas. Ce qui pousse bien ici pousse sûrement là-bas aussi. Qui sait pourquoi ils ont amené le cholla ? Peut-être que c'était une curiosité de jardin, peut-être qu'ils voulaient construire des clôtures vivantes, mais vous connaissez l'histoire, le cholla s'est échappé, et maintenant c'est devenu une sorte de fléau. En quelques décennies, le cholla a infesté des milliers d'hectares à travers l'Australie, et cela a eu de nombreuses répercussions. Il forme des fourrés, il bloque le déplacement du bétail, parce que cela peut être une clôture vivante. Ce n'est peut-être pas la clôture que vous souhaitez cependant. Vous pouvez en prévoir les conséquences. Les moutons mettent à leur tête, ils se font piquer, ils n'ont pas de mains, encore moins de pouces pour retirer les épines de leur visage. Ils s'infectent et, ce qui est vraiment important, ces épines restent coincées dans leur laine, et cela signifie que les éleveurs reçoivent moins d'argent pour leur bétail. Le gouvernement australien l'a finalement classée comme mauvaise herbe d'importance nationale, indiquant qu'elle est envahissante et incontrôlable. Mais pour réitérer ici, c'est une plante indigène et elle a sa place. Tout cela pour dire que la préoccupation d'un éleveur au sujet du cholla est tout à fait légitime, très bien fondée sur l'expérience. Ils n'ont pas tort. Mais voici ce que je pense qui diffère, hormis que le cholla vient de l'ouest du Texas. Le problème de l'Australie n'était pas seulement les cactus, c'était avant même l'arrivée des cactus. C'est un pays rempli de paysages dégradés, de sols surpâturés et surtout de terres exposées et stériles. Cela a laissé un paysage dégradé où la végétation qui aurait pu concurrencer la cholla au départ n'existait plus. Elle n'avait pas d'ennemis, alors elle a tout envahi. La cholla n'a pas envahi un écosystème sain. Elle a envahi un écosystème dégradé, et une fois qu'elle a pris pied sur ce sol nu, rien ne pouvait l'arrêter. Les produits chimiques mettent beaucoup de temps à tuer les cactus, et toute méthode mécanique risque de les répandre partout. On peut tenter de l'arracher en la déracinant, mais cela prend du temps, coûte cher et use beaucoup le matériel. La cholla appartient à la famille des cactus et est proche de la figue de Barbarie. Ce qui tue les cactus, c'est l'ombre et l'eau. Ma mission est de créer une forêt dans le désert. Depuis 2 ans, j'essaie de faire pousser des arbres à partir de graines,
mais sans succès hors pépinière. J'adapte mon approche. Je me concentre d'abord sur la restauration des plantes qui veulent pousser sur un sol nu, les herbacées, les graminées, et en particulier les cactus comme le cholla. Et en ce qui concerne cette plante, je mise sur la restauration plutôt que sur l'éradication. Mon plan, si je répare le sol, si je rétablis le cycle de l'eau et si je crée un peu de couverture, cela finira par surpasser le cholla. Elle a son rôle à jouer, puis je veux qu'elle se rende elle-même inutile. J'ai récemment emmené ma famille chez Native American Seeds, leur ferme à Junction au Texas qui se trouve sur le plateau Edwards. Ils reçoivent en moyenne 20 pouces de pluie, soit 6 à 8 de plus que chez moi, où il tombe 12 à 14 pouces. Pendant que nous séjournions dans une cabane là-bas, que je recommande vivement, c'est vraiment génial, c'est une excellente expérience. C'est sur la rivière Llano, je le recommande fortement. Mais pendant que je séjournais dans la cabane, j'ai remarqué que le cholla poussait partout et il a l'air complètement différent de ce que je vois ici à Dustups. Sur mon ranch, il pousse peut-être aussi haut et un grand fourré peut être aussi large. Chez Native American Seeds, à Junction, il poussait à peu près aussi large et jusqu'ici et était découvert de baies. Il y a une quantité appropriée de soutien à apporter à cette plante, si c'était mon objectif. Ce n'est pas le cas. C'est une espèce de charpente que je veux utiliser. Je veux qu'elle devienne inutile d'elle-même. Ce que j'ai remarqué du cholla, c'est son emplacement et sa façon de pousser, différente de ce que je vois sur Dustups. Sur Dustups, il pousse sur des sols minces, généralement tout seul. Chez Native American Seeds, il poussait à côté des herbes et des arbres, et il avait beaucoup d'ombre. Je pense que cela s'explique par des précipitations et des sols différents. Et je pense que si quelqu'un voulait lutter contre cette plante dans ce contexte, la solution serait d'ajouter plus d'herbe parce que l'herbe est incroyable pour retenir l'eau et le sol. Et l'eau est le moyen d'éliminer les cactus. Si vous éliminez les zones nues, vous vous concentrez sur le fait de mettre de l'herbe dans chaque espace vide, ce qui permet de retenir l'eau dans le sol plus longtemps. Une pelouse bien établie surpassera le cactus comme le cholla toute la journée. Même en visitant un endroit réel, quelqu'un ayant une expérience en agriculture ou en élevage pourrait regarder ce buisson et y voir un problème. Je comprends et je compatis avec ce point de vue, mais je vois aussi davantage d'écologie comme la solution, plutôt que des produits chimiques ou le défrichage. Cependant, je suis un novice. Vous ne devriez pas accorder trop de confiance à mes idées. Il vaut bien mieux que je vous montre des preuves basées sur ce qu'il y a ici au ranch, plutôt que de spéculer. Allons faire un tour sur la pente exposée au nord, juste ici à côté du camp. Je vais vous montrer où l'herbe est la plus dense et où je pense ne pas trouver de cholla. Nous avons établi que le cholla et d'autres plantes épineuses offrent un couvert végétal pour les cailles, les rats kangourous et d'autres petits mammifères. Mais cela ne répond pas vraiment à la question que se posent les éleveurs. Que faire si cette plante piquante et envahissante est présente ? Pourquoi voudrais-je la laisser concurrencer l'herbe, dont j'ai besoin pour nourrir mon bétail ? Pour répondre à cette question, parcourons une prairie du désert de Chihuahua. Ceci est un versant exposé au nord. Et j'espère qu'en filmant à cette heure de la journée, avec le soleil en contre-jour, vous pourrez voir toutes ces têtes de graines. Je vais donc faire un gros plan pour m'assurer qu'il s'agit bien de l'herbe grama. Et ce que je veux que vous remarquiez, c'est que c'est la zone la plus dense du ranch, même si ce n'est pas si dense que ça. Et ce que vous voyez principalement ici, c'est ce petit buisson ici, qui est du tapis froissé violet. Vous avez de l'herbe grand-mère, et à part quelques touffes de cactus raquettes et d'éphédra et un peu d'agave, c'est principalement de l'herbe. Et pendant que nous marchons ici, je vais essayer de vous montrer le cholla. Je veux que vous puissiez évaluer à quel point le cholla est courant dans une zone herbeuse. Et jusqu'à présent, je n'en ai même pas trouvé un seul. Je vais essayer de garder la caméra pointée de ce côté pour qu'on puisse repérer tout cholla, pas littéralement sauter dessus dès qu'on en trouve un. J'ai déjà parcouru 30 ou 40 mètres et je n'en ai trouvé aucun. Si vous êtes sceptique, ce qui est fréquent, vous pourriez m'accuser d'avoir choisi cet endroit exprès. Je l'avoue, j'ai choisi cet endroit exprès parce que c'est l'endroit le plus herbeux du ranch. Il y a une raison pour laquelle les cailles surgissent ici. Désolé, c'était une colombe, mais vous voyez surgir ces oiseaux. Allons vous montrer comment elles utilisent cette herbe comme couverture. Et en chemin, nous pouvons voir ce que
Les voilà, juste là. D'accord, donc elles étaient simplement cachées au sol ici, juste à côté de ce figuier de Barbarie, et elles viennent d'atterrir dans ce buisson là-bas. Vous voyez comment elles réagissent à la couverture? Elles atterrissent sur... Eh bien, dans ce cas, elles atterrissent sur le cotilot. Parce que c'est un endroit épineux et protégé d'où elles peuvent aussi me voir de très loin. Mais allons jusqu'à ce figuier de Barbarie où la colombe a atterri. Oh, oh, je suis content de filmer. Je suis heureux de capturer ça à la caméra. La colombe, c'est délicieux. C'est une torture de voir autant de colombes apparaître devant moi. D'accord, je ne chasse pas la colombe. Je chasse la cola et nous n'en avons toujours pas trouvé. D'accord, c'est ici qu'elles ont atterri. C'est ici que cette colombe vient d'apparaître. C'était juste là, entre l'Ocotillo et le figuier de Barbarie. Je vais continuer à marcher. La colombe sera sûrement irritée. Nous avons sursauté juste ici, et nous avions du figuier de Barbarie, de la Gave et de l'Ocotillo. Tout cela ont des épines. Elles sont très pointues. Celle-ci, c'est assez évident. Le figuier de Barbarie, je pense que vous pouvez me croire sur parole, et puis cette agave. Il y a ces barbillons sur les pancas ou les feuilles qui sont très serrés. Regardez mon doigt qui s'étire. D'accord, et on a marché tout ce chemin sans trouver le moindre chola. Donc maintenant, montons simplement. Ça fait combien de mètres? Est-ce que c'est... Il y a encore une colombe? Ah, c'est une caille. Ça doit être une caille, juste là. Là-haut, au sommet de la colline. Je vais courir là-bas et je n'arrive pas à bien voir, mais je distingue très clairement la silhouette. Si je m'approche et qu'elle s'enfuit en courant, c'est une caille, et si elle s'envole, c'est une colombe. Allons-y directement et voyons comment l'oiseau se comporte. Colombe. D'accord, mais on devrait trouver du choya ici. Oh, ils sont... Oh, mince. Oh, ça s'éteint, d'accord. Regarde ça, en plein dans la poire de Barbarie. Un immense bosquet de ça. C'est possible pour les oiseaux. De s'y cacher dans tous les sens. Désolé, j'essaie de prendre ma caméra sur son stabilisateur, mais elle ne coopère pas toujours. Ce n'est pas surprenant qu'ils aiment un endroit comme celui-ci, parce que c'est assez ouvert, mais aussi épineux et protégé. Maintenant, c'est le genre d'endroit où je m'attends à trouver de la chola. Oh, nous y voilà, juste ici, voilà. Chola juste ici. Et je te promets, je ne savais pas que cette plante en particulier était là. C'est juste en connaissant le sol et ce qu'il y a sous mes pieds, et la façon dont je sais ce qu'il y a ici, c'est grâce à l'herbe. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais tu vois cette zone. Il y a quelques arbustes, il y a de la gave, mais rien d'autre ne pousse. La raison, c'est la profondeur du sol jusqu'à une couche restrictive, qui dans ce cas est la caliche. Sur ces surfaces relativement plates au sommet des collines, la pluie tombe, elle dissout le calcium dans le sol. Le calcium reste en solution, à mesure que la pluie s'infiltre. Cependant, le soleil finit par évaporer l'eau du sol, jusqu'à 60 cm sous la surface. L'eau s'en va, le calcium reste, et comme le calcium est là, ce n'est pas assez profond pour que les racines aillent chercher l'eau dont elles ont besoin. Cette herbe a besoin d'au moins 30 cm de terre arable, et idéalement de 30 à 90 cm pour vraiment survivre, et c'est exactement ce qui est indiqué. Là où la couche de sol au-dessus du caliche est mince, c'est là que pousse le chola. En marchant et en explorant, vous verrez que le chola n'est pas entouré de beaucoup d'herbes. Il pousse souvent séparément, car il lui faut un sol mince, du moins sur mon ranch. Peut-être qu'ailleurs il pousse autrement, mais j'ai passé assez de temps ici. Je vois les motifs. Abattre ce chola a créé juste un peu plus d'habitat pour les cailles. Et ce n'est pas une vidéo de chasse, mais allons voir si on peut en trouver. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour créer une forêt désertique. Et comme tu peux l'imaginer, ça coûte beaucoup d'argent. Je dois trouver un moyen de financer tout ça. Alors, comment transformer un terrain au milieu de nulle part, ce qui est évidemment un obstacle majeur, et la raison pour laquelle je l'ai eu à 247 $ l'acre en un véritable atout? Eh bien, l'isolement est une ressource fantastique pour les chasseurs. Bien sûr, il faut qu'il y ait des animaux, mais le travail que je fais déjà favorise la présence d'animaux.
Et il y a beaucoup d'espèces envahissantes ici qui coûtent très cher à chasser. Les audaces se vendent à 3 000 $ la bête. Daniel en a vu un à notre mangeoire la semaine dernière. Et il y a environ un mois, nous avons vu un wapiti Roosevelt, qui n'est pas le wapiti natif d'ici. Ceux qui devraient être ici sont les wapitis des Rocheuses, mais nous les avons tous tués. Une mentalité de conservation, c'est ce qui paie les factures, et j'aime bien chasser, mais ce n'est pas mon activité principale. Daniel a son permis de guide délivré par l'État du Texas, et même si j'aime bien chasser, je n'aime pas ça au point de vouloir être celui qui prélève la ressource. Mon objectif ici est de créer une forêt dans le désert. Si nous faisons quelques chasses guidées au cours de l'année et que cela couvre une bonne partie des factures, ça s'accumule très vite. Ensuite, à mesure que je continue à créer de l'habitat et de la couverture et que je poursuis mon objectif de forêt dans le désert, la chasse est un moyen potentiellement lucratif de compenser beaucoup de factures. La principale limitation, bien sûr, c'est le nombre d'animaux. Les animaux de chasse ici sont une ressource limitée, et j'ai un esprit très axé sur la conservation. Je ne veux pas prélever plus que ce que la terre peut supporter. Nous avons en fait une quantité importante de cailles ici, mais pas assez pour justifier de faire venir des chasseurs. Pas encore, une compagnie près du camp apparaît parfois. Et maintenant que notre distributeur de nourriture pour gibier fonctionne et qu'on distribue beaucoup de nourriture gratuite, on voit aussi des cailles assez régulièrement à cet endroit. Elles apprécient la nourriture gratuite comme tous les étudiants. Mais il est aussi essentiel qu'il y ait des lieux où se cacher à proximité, notamment du cholla. La seule caille que j'ai jamais chassée, c'est la caille Bob White. Et celle-là est très facile à appeler parce qu'il suffit de siffler Bob White. Mais cet appel ici ne sert à rien parce que nous avons la caille de Gambel. Et la caille de Gambel est beaucoup plus difficile à imiter. Je vais tricher. J'ai des sons sur mon téléphone que je vais essayer de jouer pour voir si les cailles réagissent à nos appels. Avant de commencer, je vous préviens que cela peut ne pas fonctionner. C'est difficile à faire sur commande. Allons là-bas. Je vais prendre le fusil de chasse parce qu'il y a beaucoup de pécaris là-bas et, s'ils sont en colère, je vais perdre. Ce sont les pneus que j'ai... pas douce. En essayant de faire un dérapage contrôlé, mais nous les avons récupérés. C'est probablement l'endroit idéal pour sortir du lit de la rivière. Je ne suis pas revenu ici depuis que Daniel a installé la mangeoire. De toute façon, je dois entrer ici. Je vais installer la caméra de chasse, allons jeter un œil. Cet espace dans la clôture existe car le bétail ne peut pas tourner ainsi. Donc cela permet à tous les pécaris et aux cerfs mulets d'entrer, même s'ils peuvent sauter la clôture, et ça empêche le bétail d'entrer. Ce n'est pas idéal que je sois ici en ce moment. Je dois prendre 1 minute pour installer la caméra de surveillance. Essayons encore une fois.
Eh bien, les cailles ne sont pas là ce matin, mais je voulais quand même vous montrer ceci. Parce qu'il y a du chola absolument partout, et ça n'a rien à voir avec les cailles. Mais tout ce chola, que ce soit du chola bâton de marche comme là-bas, ou ce chola arbre de Noël. C'est la raison pour laquelle cette zone en général a des cailles, parce que c'est là. Il y a un bosquet ici, un autre là, un petit, et puis tu as ce très grand là. Juste ici. Il y en a qui poussent à côté de ce théâtre avec l'opatilo. Il y en a ici, donc il y en a beaucoup ici, ici, ici. Il y a beaucoup d'endroits épineux où un petit oiseau peut courir dans le bosquet et aller se cacher. Pour que la caille prospère, il ne suffit pas de petites parcelles isolées. Il faut des espaces bien plus vastes et denses, comme dans le lit de la rivière où vous m'avez vu marcher. Bien que la cholla soit souvent détestée, je trouve ces baies assez bonnes. Légèrement acidulée, elle ferait une excellente gelée. Profitons du fruit de cette plante et voyons si nous pouvons en faire quelque chose de délicieux. Je n'ai jamais essayé de faire ça auparavant. Je suppose que j'ai assez de baies. Je pense que c'est bien plus qu'il n'en faut, mais qu'en penses-tu? C'est toujours dedans. Très bien. Maintenant, passons au test du bocal. Ça a l'air d'être assez proche. Donc la première chose à faire sera d'enlever les glochides de ces baies parce qu'ils sont redoutables, et c'est à ça que ça sert. J'ai quelques baies de choya doucement sautées. Je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Alors voici mon concentré. Pas autant que j'espérais, mais je peux ajouter plus d'eau selon le goût que je vais tester tout de suite. Je dois nettoyer le... C'est bon. Ce n'est pas très sucré, ce qui veut dire que ce sera délicieux après que j'aurai ajouté le miel. Je pense que ça ira. Donc à mesure que ça réduit, évidemment, ça ne va pas donner beaucoup. Ça devrait être délicieux. Je veux dire, c'est à moitié du miel,
Donc bien sûr que c'est bon, mais il y a aussi une belle saveur fruitée. Je dois juste le surveiller et m'assurer de ne pas le transformer en caramel. La couleur change. Ça devient plus foncé, mais ce n'est pas encore assez chaud. Ce ne sera pas vraiment une gelée sans pectine. Il vaudrait mieux appeler ça un sirop. Donc on dirait que ça a presque complètement réduit et je dois l'enlever. Sinon ça va se transformer en... Enfin, on y est presque. Je vais le laisser cuire encore un tout petit peu. Là, le terme sirop est beaucoup plus approprié et le rendement est ridiculement faible. Je pense qu'on en aura assez pour 2 tranches de pain grillé. Ça sent vraiment bon. C'est bon. C'est un parfum tellement agréable, fruité, avec une touche de miel, évidemment. Tu veux un peu de pain grillé? On va bouger un peu de pain grillé. Vérifions qu'il y en a. On en aura assez pour 2 tranches, mais ce sera un peu juste. Je veux dire, c'est juste du pain grillé. Je peux te le verser? C'est bon pour l'instant, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il en reste encore beaucoup. C'est juste que j'ai sorti la poêle dehors et évidemment ça a beaucoup épaissi. En gros, il faut transformer ça en miel de choya. Hmm, Ça a l'air bon, mais oh la vache, je pensais en avoir largement assez. Et c'est ridiculement petit. Au début, ça avait vraiment l'air de suffire, tu vois. Plusieurs morceaux de pain. Ouais, non, non. C'est une saveur subtile. Le miel ne l'emporte pas. C'est rafraîchissant. Oui, c'est assez doux. Oui, c'est agréablement rafraîchissant. Je le sais car hors caméra, je goûtais sans cesse l'usure. Mais ce n'est pas trop sucré, ce que j'aime bien. Ouais, c'est étonnamment doux. J'ai dû marcher. Enfin, je suppose que je n'ai pas marché si loin. Peut-être Ah oui, ah oui. un demi-mile de marche pour un tout petit peu de confiture. C'est une récolte modeste, mais on s'améliorera avec le temps. Choya n'est pas la seule plante que je traite et que l'on déteste. Dans cet épisode, les agriculteurs abordent cette mauvaise herbe, mais elle pourrait sauver mon ranch du désert.